Bonjour à tous, donc je suis Christophe Léninger, DSI de la société B2P qui est basée à Cavaillon. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment est utilisée l'IA dans l'IA et l'IA générative, parce qu'il faut quand même en parler, et comment ça pourrait impacter le TRM et comment c'est utilisé dans la supply chain. Je vais passer par 4 points, donc la présentation de la société, l'IA en bref, je pense que vous avez été bassiné depuis ce matin là-dessus, mais je vais quand même rapidement revenir dessus quand même, et quelques cas d'usage dans la supply chain. Et notre retour d'expérience, puisqu'on utilise l'IA aussi chez B2P. Donc B2P, simplement pour revenir dessus, c'est créé en 2006 et c'est une plateforme de mise en relation entre professionnels du monde du transport. C'est une bourse de fret. C'est plus de 12 000 clients, c'est 6,5 millions de dépôts par mois, 7 millions de consultations par mois. C'est une plateforme qui bouge beaucoup et qui a beaucoup de données. JetTrans, c'est la gestion documentaire. Là, c'est pareil, on a quasiment 30 000 prestataires, enfin 29 000 prestataires, dont 10 000 prestataires étrangers. On a 180 000 documents qui sont disponibles. Donc, JetTrans, c'est simple, hein, vous êtes donneur d'ordre, vous devez répondre à votre devoir de vigilance ou vérifier que votre sous-traitant a bien sa licence de transport, est bien assuré. Vous demandez au prestataire de s'inscrire sur JetTrans, on se charge de le faire s'inscrire sur la plateforme, de collecter les documents, de les contrôler et de vous les mettre à disposition. L'avantage de JetTrans, c'est que c'est mutualisé. Donc certains transporteurs ont plus de 200 donneurs d'ordre sur JetTrans, ce qui fait que quand ils mettent à jour une fois leur cabis, les 200 donneurs d'ordre en sont automatiquement informés et il n'y a pas 200 coups de fil répartis sur toute l'année, plusieurs fois dans l'année, puisque le cabis a une durée de vie différente. Donc là, on mutualise, et donc 180 000 documents en ligne, plus de 300 000 documents contrôlés sur l'année. Là, on se fait aider par l'IA. JetMove, traçabilité, vous connaissez, c'est 3600 sociétés sur la plateforme, 3 millions de tournées sur une année, 215 TMS et ERP connectés, et on gère à peu près 40 000 lettres de voiture électronique par mois. E-protocole, le dernier en date, gestion de dématérialisation du protocole de sécurité. Là, on a, pour l'instant, c'est un produit qui est très jeune, hein, on n'a que 7000 sociétés, mais ce qui est déjà pas mal. On a 35 000 protocoles en cours et on les a déjà diffusés à 150 000 sociétés. Donc voilà pour le panorama. B2P, la société, c'est 150 personnes, 35 personnes à la DSI. Tous les développeurs sont à Cavaillon à la DSI. On a un lab innovation qui est composé de 5 personnes qui travaillent sur des technologies de type BIBI, donc blockchain, big data, intelligence artificielle, blockchain et IoT. Et là, ils viennent de passer un très très long moment, le lab a passé un très très long moment sur l'IA générative. Revenir rapidement sur ce petit diagramme, donc l'IA globalement qui est assez ancienne, c'est l'imitation d'une réponse d'un expert dans un domaine. L'IA globalement, n'importe quel algorithme, c'est de l'IA. Je vous demande votre date de naissance, l'IA vous donne votre âge par rapport à l'année en cours, c'est quelque part un peu de l'IA. Le machine learning, ça va plus loin. Ça s'adapte, c'est l'adaptation des algorithmes. La ML adapte son algorithme, mais a besoin d'un expert pour les données. Donc là, c'est important. Vous faites rien sans données de qualité. Et pour certains modèles d'apprentissage du machine learning, en plus, il faut taguer la donnée. Il faut dire ça, c'est la bonne donnée, ça, c'est la mauvaise. Et ça finit par le deep learning, donc l'apprentissage profond. On y reviendra. Et d'où découle pour partie l'IA générative. Donc là, globalement, on a les 4 modèles d'apprentissage du machine learning. Ça commence par l'apprentissage supervisé. Donc les paramètres d'entrée et de sortie sont étiquetés et déterminés par des humains. C'est-à-dire que je t'envoie un cabis, je te dis ça, c'est un cabis. Je t'envoie un URSAF, je dis ça, c'est pas un cabis. Et du coup, au fur et à mesure, l'automate va apprendre ce qu'est un cabis et ce que n'est pas un cabis. Et ça sert majoritairement pour la classification d'images, c'est ce que j'évoquais justement à l'instant. Nous, on s'en sert dans ce cadre-là, justement. On a
Ensuite, l'apprentissage avec renforcement. Donc là, l'algorithme et ses décisions sont améliorés par diverses démarches pour maximiser une récompense, par exemple ROI. Donc là, c'est les IA de jeu, c'est les véhicules autonomes, c'est des choses où on leur dit, il faut que tu arrives là, et ils font tout pour arriver là. On s'en sert pas trop, nous. Ensuite, on a le non supervisé. Donc, les paramètres de sortie sont étiquetés et déterminés par des humains. C'est identique au supervisé, à la différence que l'algorithme regroupe les données selon des caractéristiques communes, par exemple dans la publicité ciblée. Et c'est là que tout à l'heure on a évoqué la notion de cluster, c'est typiquement dans ce mode d'apprentissage. Et on finit par l'apprentissage profond. Et donc là, c'est inspiré des connexions neuronales du cerveau humain ou des couches d'interconnexion de calculatrices logicielles appelées neurones forment un réseau neuronal. Je suis désolé, j'ai vraiment très soif moi aussi. Il permet de se passer d'un expert humain pour faire le tri dans les données, puisque l'algorithme trouvera de lui-même ces corrélations. Et ça sert notamment pour la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, la vision par ordinateur et le traitement automatique du langage. Et on en vient aux magies à l'IA générative. L'IA générative fonctionne souvent à partir de prompts. Et là, j'ai inventé un prompt qui est « Je veux une pièce à dominante verte avec un escalier qui donne sur un mur partiellement végétalisé et d'où je peux contempler le ciel la nuit dans un esprit très moderne. » Et on va avoir, oh magie, cette superbe photo. Je peux demander aussi à avoir la même pièce avec un prompt un peu différent en disant « Je veux la même pièce mais avec un ciel bleu. » Et on va aller sur l'image à ciel bleu. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer comment il voyait ça, lui. Et donc, il m'a répondu que l'IA générative, ça crée du contenu original, donc texte, images, etc., en s'appuyant sur des modèles appris à partir de données existantes. C'est important, la notion de génération à partir de données existantes. On va pouvoir lui demander de peindre comme ceci. Mais il ne va pas inventer un style de peinture. C'est un peu plus compliqué pour lui. Donc on a ChatGPT, on a Gemini pour la partie texte, on a Midjourney, on a DALL-E pour la partie image. Je pense que vous avez déjà tous joué avec. Par rapport à la courbe de la hype, qui est plutôt c'est formidable, c'est une catastrophe, ça marche pas du tout, puis ensuite on remonte vers un plateau d'utilisation normal. Là on est plutôt par ici. On va vite se rendre compte que les gens vont être déçus de l'IA générative. Parce que c'est très bien quand on s'en sert à titre personnel, l'impact est mineur. Si on s'en sert pour une utilisation professionnelle, il y a des enjeux qui sont différents d'une utilisation personnelle et ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près 30% d'hallucinations dans les réponses de l'IA générative. Quand c'est à titre particulier, c'est pas grave. Quand c'est pour faire des choses industrielles, c'est un peu plus compliqué. Ils travaillent justement, on parlait tout à l'heure des chercheurs, ils font des recherches qui font descendre ce taux d'hallucination, ils essayent de les minimiser à 5-10%, mais c'est extrêmement compliqué. L'IA générative, quand elle n'a pas de données, elle l'invente. Et donc, vous lui demandez le chiffre d'affaires de Tesla en 2026, potentiellement, il va vous répondre quelque chose avec des chiffres. Donc, quand c'est sur le passé, on peut vérifier, charge à nous, et c'est ce que tout le monde dit, tout le monde le répète depuis le début, hein. L'IA donne de l'information, il faut la vérifier. En l'occurrence, l'IA générative génère beaucoup d'hallucinations, donc il faut vraiment se méfier, il faut vraiment le relire, parce que sinon, ça se trouve, c'est même faux ce que j'ai écrit. Différents cas d'usage pour la supply chain. Bon, je vais pas trop insister dessus parce qu'on l'a beaucoup vu en fait depuis le début là. Prévision de la demande. Et donc, en se basant sur, toujours pareil, hein, l'analyse historique des achats passés, les conditions météo, et éventuellement les tendances sur les réseaux sociaux et les événements à fort impact qui sont prévus à venir, on peut avec des méthodes de prédiction du type machine learning, justement, avoir un alignement des niveaux de stockage par rapport à la demande attendue. Donc, il y aura certainement moins d'invendus. Et on peut aussi déplacer la marchandise pour être au plus près de là où elle va être consommée. Ça, c'est très utilisé chez Amazon, par exemple. Amazon est en capacité de dire ce produit-là, je vais le mettre dans cet entrepôt-là parce que je sais que globalement, ça va se vendre par là-bas, quoi.
Et donc, ils anticipent, et de manière volumineuse, en groupant, ce qui fait que plutôt que d'envoyer de Hanovre, je sais pas s'il y a un entrepôt Amazon à Hanovre, mais de Hanovre à Marseille, un paquet, puis un deuxième, puis un troisième, ils envoient des 33 tonnes remplis, ils groupent ça sur Saint-Martin-de-Crau, et ensuite c'est déployé sur Marseille. C'est plus intéressant pour eux, et potentiellement pour vous, si vous en servez. Deuxième cas d'usage, c'est l'optimisation des entrepôts. Donc ça aussi, on l'a vu globalement. Donc avec les données relatives à l'emplacement des articles, aux fréquences de prélèvement et au schéma de déplacement, c'est ça qui est important, on peut suggérer les aménagements d'entrepôts et les flux les plus efficaces. C'est important parce que là, on commence à avoir de la donnée, à demander de la donnée qu'on n'a pas. Et donc, si on veut aller vers vraiment de l'optimisation d'entrepôts pour optimiser les déplacements des collaborateurs, c'est pas que pour supprimer des collaborateurs, c'est aussi pour moins les fatiguer. Il faut de la donnée que potentiellement on n'a pas. Et donc tout à l'heure on disait 3 mois quand on a la donnée. Pour ce type de process, potentiellement c'est plus 1 an parce qu'il va falloir mettre des capteurs sur tous les collaborateurs pour voir un petit peu ce qu'ils font. Enfin, c'est un chantier, pas pour mettre en place l'IA, mais pour avoir la donnée qui va permettre d'alimenter l'IA. Planification des itinéraires, ça c'est quelque chose qui est quand même très connu. On prend l'historique, toujours pareil. On prend les prévisions météo. On prend éventuellement les conditions routières actuelles, s'il y a un accident sur la route ou autre. Et on va pouvoir prédire et déterminer le meilleur parcours à utiliser et éventuellement aller jusqu'à l'ETA. UPS travaille depuis plus de 10 ans sur un projet qui s'appelle Orion, qui au départ n'était pas trop de l'IA, qui était plutôt du solver et de l'algorithmie, et plus ça va, plus ils vont sur de l'IA et du machine learning. On connaît aussi, enfin c'est Cardinal, je crois, qui travaille beaucoup. C'était du solver, maintenant ils mettent un peu d'IA. De plus en plus de gens rajoutent de l'IA dans ces calculs d'itinéraire. L'IA permet quand même, via les ML, de découvrir des choses. Chez UPS, ils se sont rendus compte que quand on était à des intersections, enfin, les tournées valaient mieux limiter les virages à gauche, parce que ça fait en général traverser une voie de voitures qui vont à l'autre sens, donc ça prend du temps, c'est un risque d'accident, alors que si on privilégie les tournées dans le sens des aiguilles d'une montre, on ne coupe pas la circulation, on consomme moins de fuel et on va plus vite. Et donc, Orion va systématiquement privilégier les tournées qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir toujours les virages, aux intersections, prendre le virage à droite. C'est des centaines de millions d'économisés. Hein. Sélection des fournisseurs. La sélection des fournisseurs a été évoquée aussi, donc plutôt sur le risque tout à l'heure. On peut le marier aussi au risque, c'est-à-dire que on peut se baser sur les données provenant de, par exemple, société.com, qui est une base de données externe. On peut se baser sur le site web même des fournisseurs, en les faisant passer par l'IA générative pour analyser un petit peu le contenu, pour avoir les tendances, les signaux faibles, plus les KPI qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et là, soit c'est l'analyse du risque, soit c'est la sélection de fournisseurs, mais ça permet en tout cas d'avoir un processus de sélection plus éclairé. La machine, l'outil n'est pas fait pour dire il faut travailler avec lui. L'outil est là pour vous dire attention, là potentiellement il y a un risque. Ça fait 6 mois qu'il a rien posté. C'est bête, hein, mais ça fait 6 mois qu'il a rien posté sur Facebook. C'est pas de lui. Il y a un truc qui se passe. Potentiellement, faut regarder quoi. Et pour finir, là c'est vraiment les cas d'usage IA générative. On va commencer par l'interrogation des documents externes. Interrogation de documents internes comme externes, rédaction de comptes rendus de réunion, analyse d'avis, commentaires, support de premier niveau au client. Donc tout ça, je pense que ça a été évoqué. Je pense que tout le monde connaît le sujet. DPD Group a lancé en 2024 le support client niveau 0. Hein. J'appelle DPD, je dis j'aimerais savoir où est cette référence. Ils l'ont arrêté au bout de, je crois, 3 jours. Le chatbot de DPD Group commençait à insulter DPD Group.
faisaient des haïkus en insultant. Enfin, c'était une catastrophe. Ils avaient mal bridé la chose. Ça se passait très très mal. Ils l'ont coupé au bout de 3 jours. De tête, ils l'ont relancé en juin 2024. Ça devrait mieux se passer. J'attends le retour, mais normalement, ça devrait mieux se passer. DB Schenker a sorti Betty. Betty est en ligne. Ça a été fait de manière très discrète. Ils n'ont pas communiqué du tout dessus. Mais c'est disponible sur DB Schenker. Vous allez sur leur site. Vous avez Betty qui est disponible, un chatbot, mais qui fait aussi VoiceBot. Pareil, vous demandez vous demandez votre référence, il vous répond. Eux, ils se connectent au TMS de l'entreprise. Ils récupèrent le tracking. Ils peuvent vous dire si le camion est arrivé en chargement, en livraison. C'était aussi un prototype. En gros, voilà, tout le monde fait des pilotes. S'il n'y a pas grand-chose qui va rester en prod, mais c'est des bons cas d'usage. C'est-à-dire que la donnée, on la connaît, elle est fiabilisée. Ça fait très longtemps qu'on la maîtrise. On la stocke très très longtemps. Et donc, ça permet déjà de jouer un peu avec. Parce que comme ils disent, ils reçoivent les mails déjà, ils reçoivent les alertes, ils ont un code de tracking, ils peuvent mettre le code de tracking sur le site web, valider, et puis ils auront l'information. C'est connecté aussi aux ERP, aux WMS de tous les transporteurs, enfin de tous les industriels, pardon. Mais ça permet quand même de tester et de fiabiliser la technologie. Et enfin, le retour de l'expérience chez B2P. Je fais une voix un peu, mais tout va bien. On s'en est servi pour... Hop, je vais y arriver. On s'en est servi pour mettre en place justement un chatbot, mais juste pour de l'interne. Nous aussi, on a besoin d'être rassurés, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à nos clients. En cumulant l'intégralité de nos utilisateurs, on doit être à entre 30 et 50 000 utilisateurs qui utilisent quotidiennement nos solutions, qui nous appellent assez régulièrement. On ne peut pas se permettre que le chatbot insulte B2P. Vous comprenez bien que ce serait un peu... Donc, on a testé pour de l'interne. Julie, collaboratrice depuis 10 ans, ne se souvient plus de la procédure de gestion de tel ou tel incident. Procédure qui existe forcément quelque part. Léon, arrivé depuis peu, ne sait pas qui gère les incidents sur son poste. Ce qui doit être dans une procédure qui doit être stockée quelque part. Ils vont interroger le chatbot et qui va leur répondre du texte, pas très important. À la fin du texte, on va demander l'avis sur la réponse du chatbot. Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK? Si c'est pas OK, dis-moi ce qu'il aurait fallu qu'il réponde et ça va enrichir le chatbot pour la session suivante. Ça, c'est important parce que ça nous permet vraiment de mesurer les hallucinations, les taux d'échec de réponse par rapport aux questions. Et tant qu'on ne sera pas rassuré par rapport à ça, qu'on n'aura pas des scores vraiment importants, on ne l'ouvrira pas au client. Mais l'idée derrière ça, toujours pour de l'interne, c'est de le lancer le collaborateur pourra appeler quelqu'un en interne pour dire qui gère ce service-là. Ça passera de toute façon par le même moteur, et le moteur lui répondra, c'est Christophe Léninger, DSI de l'entreprise, voyons. On n'a pas de deadline, ça c'est totalement piloté par le lab, il n'y a aucun objectif financier là-dedans, c'est vraiment juste, on teste la techno et on voit jusqu'où elle va. Le deuxième cas d'usage, c'est JetVerifier, j'en parlais tout à l'heure. JetVerifier, en fait, c'est un outil qui est dans la chaîne de validation des documents JetTrans. Quand vous envoyez un cabis, jusqu'avant JetVerifier, vous envoyez un cabis. On avait à l'époque peut-être une vingtaine de personnes qui étaient au contrôle de documents. Vous n'étiez jamais le seul à envoyer le cabis. Il y avait peut-être 1000 clients en même temps qui envoyaient attestation d'assurance, URSSAF, licence de transport, cabis. Et puis votre cabis, en fait, il était dans la file d'attente quelque part par là. Et puis il se passait peut-être parfois une semaine avant qu'il soit traité par un collaborateur. Là, aujourd'hui, avec JetVerifier, on a mis en place de la computer vision où on dit, ce document-là, c'est un cabis. Donc tu vas le traiter comme un cabis. C'est un document structuré, donc on sait facilement retrouver le numéro de sirène, le numéro de sirette, l'adresse, la raison sociale. Et on peut comparer ça avec des bases accessibles par Internet, où on va dire, oui, effectivement, ce cabis, l'adresse correspond bien à ce que je trouve ailleurs, le numéro de sirène existe bien, le numéro de sirette existe bien, et le numéro de sirette par rapport à la raison sociale, ça correspond. Donc, pour moi,
100% OK. Les premiers temps, on ne disait pas 100% OK, on valide. On disait, Jet Verifier a dit 100% OK, voilà, opérateur, je te présente le document, est-ce que pour toi il est vraiment 100% OK? Et on s'est rendu compte en fait que tous les documents étaient validés. Quand Jet Verifier a un doute, il va extraire toutes les données et il va présenter à l'opérateur toutes les données en vert qui sont OK pour lui, et la donnée où il y a un doute, en rouge, l'opérateur peut valider ou pas le type de document. Le document, pardon. Aujourd'hui, on gère les cabis, les assurances, puisqu'en fait, on se sert de l'IA aussi pour extraire des documents de type assurance, quelle compagnie d'assurance c'est, et vérifier tout un tas de choses. On va pas donner toutes les recettes. Sur les cabis, on va vérifier qu'il y a bien le tampon, sur tel ou tel document qu'il y a bien le tampon, sur tel ou tel document qu'il y a bien une signature. Et tout ça, c'est fait avec de l'IA. Aujourd'hui, donc sur 300 000 documents contrôlés, 80% sont passés par Jet Verifier. Donc ça fait quand même une masse énorme de documents qui n'ont pas été traités par les collaborateurs. Les 20% qui ne sont pas traités en général, ce sont les documents étrangers. On a quand même 10 000 clients, mais on n'a pas encore assez de volume par type de document pour pouvoir entraîner le modèle. Donc on attend d'avoir du volume, et quand on a du volume, un bon millier de documents par type de document, là on entraîne un nouveau modèle, on rajoute un modèle et on l'entraîne, et puis ça vient enrichir JetTrans. Donc sur les 80% qui sont gérés par Jet Verifier, aujourd'hui 45% sont 100% validés. Ça laisse quand même une masse de validation. Alors la validation est assistée puisqu'on met en rouge le champ à vérifier. On s'est rendu compte que dans 80% des cas, c'est l'adresse. Parce que l'adresse qui était sur le cabis n'était pas la même que celle qui était sur telle ou telle base. Et donc, on a réglé ce problème-là en enregistrant. Donc, on fait passer une première fois le document par l'opérateur, qui le valide. À ce moment-là, on enregistre sur une deuxième adresse, en fait, sur une adresse backup, cette adresse-là, ce qui fait que quand elle va se représenter, on saura qu'elle est déjà validée par un opérateur et on pourra automatiquement valider le document. Et là, on devrait arriver à quasiment plus de quasiment 60% de documents validés automatiquement par Jet Verifier, sans contrôle supplémentaire. Alors, ça nous a pas permis de nous séparer de certains collaborateurs. On n'est absolument pas dans cette démarche-là. Par contre, on a pu prendre beaucoup plus de clients. Et enfin, la prédiction sur les volumes. Ça, on l'a beaucoup évoqué aussi. On a beaucoup de données sur B2P. On a un historique assez important. On existe depuis 2006, donc ça commence à faire. Ça permet d'adapter les équipes support en fonction des volumes qui vont arriver. Ça permet aussi d'adapter l'infrastructure. Mais ça permettrait aussi d'aller plus loin. Je dis bien ça permettrait, parce que pour le coup, on n'a pas ce niveau de granularité sur la donnée. On a pris le parti au départ de dire la donnée appartient au transporteur, elle ne nous appartient pas. Donc, on ne stocke pas parce que nous, on ne va pas la vendre à quelqu'un d'autre. Et on n'avait pas, à l'époque, l'idée que ça pourrait aller aussi loin, l'IA. Et donc là, maintenant, on commence à stocker et on va pouvoir dire monsieur le commissionnaire, monsieur l'affréteur, tu veux déposer un Paris Bayonne vendredi matin? Très mauvaise idée. Personne ne va vouloir le prendre parce qu'on ne va pas pouvoir remonter à Paris. Donc, dépose-le plutôt mercredi ou jeudi, et là, tu trouveras des transporteurs qui vont pouvoir prendre le fret pour pouvoir faire la remontée à plein, plutôt qu'à vide. On peut d'ores et déjà évaluer les volumes qu'il y aura à telle ou telle date, en fonction des jours fériés qui sont dans la semaine. Si c'est le mercredi, le jour férié, les volumes ne sont pas les mêmes lundi, mardi, jeudi, vendredi, que si c'est le jour férié, c'est le jeudi, par exemple. Donc ça aussi, ça permettrait via une information et pas donc il y a le prédictif et le directif, enfin je sais plus comment on dit. Là, on est vraiment sur de l'information. Il serait préférable que tu déposes ton fret ce jour-là, parce que si tu le déposes ce jour-là, ça risque de moins bien marcher, mais on n'impose rien. Et le
cas le plus important, c'est interdiction de circuler, par exemple, sur la moitié de la France. C'est déjà arrivé en 2000. Je sais, j'ai plus la date en tête, mais c'est déjà arrivé où en fait la partie nord ne pouvait plus circuler et tous les affréteurs qui étaient dans le nord déposaient des offres qui partaient du nord, sauf qu'en fait, parce leurs camions pouvaient pas les prendre, mais en fait personne ne pouvait les prendre. Et ils ont réussi à faire tomber B2P ce jour-là. Depuis, on a amélioré les choses, mais on ne le autorise plus à faire des déposes quand c'est interdit. Et sur JetTrans, en fait, on a une idée, un historique de tous les volumes par type de documents qui sont arrivés sur JetTrans. Alors, il y en a qui sont assez simples, hein, qui sont totalement évidents. J'ai 30 000 prestataires sur JetTrans. Je sais que autour de fin décembre, début janvier, je vais avoir 30 000 assurances à contrôler, à vérifier, à mettre en ligne. Ça loupe jamais. Donc là, on essaye d'adapter les équipes et on sait l'anticiper même sans l'IA. Par contre, il y a des petites subtilités et l'IA les fait ressortir et ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de lisser en fait les traitements sur l'année. Ah oui, et il y a aussi les relances téléphoniques, ça c'est important parce que notre job, c'est de faire en sorte que les sous-traitants s'inscrivent sur la plateforme pour pouvoir mettre à jour leurs documents. Et quand les documents sont arrivés à expiration, s'ils ne l'ont pas fait de manière volontaire, il faut les relancer pour qu'ils viennent mettre à jour le document sur la plateforme. C'est-à-dire que d'abord, il faut les faire s'inscrire, puis leur dire viens mettre ton cabis, et puis 6 mois après, leur dire ton cabis a expiré, viens le mettre à jour. Et ça, c'est relance par... Il y a une frise hein, avec des mails. Mais en général, s'il l'a pas mis à jour, c'est pas le mail qui le fera faire. Et donc, derrière, il y a de la relance téléphonique, une ou plusieurs. On est en train de travailler sur les appels, justement, avec l'IA générative. On est en train de travailler sur la possibilité de faire de l'appel sortant via l'IA générative pour simplement relancer le sous-traitant en lui disant ton cabis n'est plus à jour, il faudrait que tu le mettes à jour. La formule n'est pas très compliquée, mais bon, il faut qu'on travaille dessus. C'est un projet à au moins 1 an. Il y a déjà des startups qui travaillent sur ce type de projet, appel sortant. Je ne sais pas si vous êtes sollicité parfois sur vos téléphones, enfin sur vos numéros, sur votre téléphone, ouais, par des sociétés qui veulent vous vendre des panneaux solaires ou des choses comme ça. Jusqu'à présent, c'était un automate assez basique. Hein. Il lançait un message et puis ça déroulait. Là, depuis cet été, moi, je suis relancé par une IA générative. C'est-à-dire que il me dit bonjour, petit silence. Je suis machin. Je vais vous parler de ça. Est-ce que vous êtes en logement collectif ou individuel? Petit blanc. Je réponds oui, non, individuel, collectif. Il comprend, il intègre et il lance le scénario d'après. Et c'est vraiment avec une voix qui serait... Si j'avais pas reçu déjà 10 fois l'appel avec le même bonjour, je suis Nicolas, j'aurais eu des doutes. J'aurais pas eu de doute plutôt. Là, je commence à en avoir. Donc, l'IA générative est très puissante pour ça. Comme je vous le disais, par rapport à la courbe de l'hype, moi, je la vois vraiment par là-haut et ça va descendre très fort parce que les gens vont vraiment avoir un doute sur les cas d'usage. La qualité de la donnée, c'est hyper important. Là, je l'ai pas évoqué, mais je peux l'évoquer pour le chatbot. 15 ans d'historique de la boîte, sur des tickets hotline, sur des guides d'utilisation, sur des emails, sur rien n'est formaté pareil. On a une réponse sur 2, elle est différente. Je vais avoir une question à un opérateur, je vais avoir une réponse A. La même question 6 mois après, je vais avoir la réponse B, alors que la réponse A était la bonne. Enfin, c'est très compliqué à piloter et on peut pas se permettre de lire les 50 000 réponses au ticket CRM, c'est peut-être une erreur. Donc, on a été obligé de dire les tickets CRM, on les oublie. On les met de côté, on va se baser uniquement sur les études projets, sur les guides d'utilisation, sur la matière dont on est sûr. Et par contre, on va faire en sorte qu'à partir de maintenant, les tickets CRM ils soient renseignés comme ça, pour qu'ils puissent ensuite être intégrés dans la base. Une autre chose à faire très attention, c'est le prix. On n'en a pas parlé, mais que ce soit le prix en CO2 ou le prix en euros. Hein. Aujourd'hui, quand vous passez par des prestataires, souvent ils ont des vouchers chez Amazon ou Azure ou ailleurs. Ou alors ils ont des prix spéciaux start-up. L'IA coûte excessivement cher. Le jour où vous allez devoir payer le prix réel,
les économies, si vous cherchez à faire des économies, si votre but c'est de faire des économies, vous risquez de ne pas en faire du tout. Et globalement, si vous regardez vos métiers, l'informatique, si vous cumulez les coûts, on vous ont rarement fait faire des économies. Ça améliore les processus, ça améliore la qualité vis-à-vis de vos clients, mais si vous cherchez un ROI financier, vous allez être rapidement déçu. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire.